Bienvenue à cette histoire. Avant de commencer, je vous invite à laisser un commentaire en nous disant d'où vous nous écoutez en ce moment et quelle heure il est chez vous. Nous sommes curieux de savoir dans quels endroits du monde et à quel moment de la journée ou de la nuit ces récits documentés arrivent. Les autorités françaises ont maintenu secret pendant près d'un siècle ce qui s'est passé au château de Valombre, une propriété isolée dans la région de Bourgogne, à environ 80 km de Dijon. Les documents ne furent découverts qu'en 1965, lors de la rénovation d'une ancienne étude notariale à Beaune, lorsqu'un paquet de documents jaunis par le temps révéla une affaire qui n'aurait jamais dû être oubliée. C'était en 1871. La même année où fut proclamée la Troisième République française, une période de transition, d'espoir limité et de profondes contradictions. La France sortait tout juste de la défaite contre la Prusse et de la violence sanglante de la Commune de Paris. Le pays affrontait des pressions internes et externes pour réformer ses structures sociales et politiques, tandis que les anciennes élites agraires et l'aristocratie terrienne résistaient à tout changement qui menacerait leur pouvoir économique établi depuis des siècles. Ce fut dans ce contexte de tensions sociales et politiques, dans cette France blessée et divisée, que les événements du château de Valombre se déroulèrent comme un reflet déformé et macabre des forces qui modelaient la nation à cette époque tourmentée. Le château de Valombre, propriété de la famille de Montclerc depuis le règne de Louis XIII, était connu dans toute la Bourgogne pour sa production viticole exceptionnelle. Ses vins rouges puissants et ses blancs élégants approvisionnaient les meilleures tables de Paris, ornaient les buffets des ministères de la Nouvelle République et étaient même exportés vers la Belgique, l'Angleterre et jusqu'aux cours germaniques avant la guerre. Construit au début du XVIIe siècle, le domaine avait traversé 4 générations de la famille et se trouvait maintenant sous le commandement d'Édouard de Montclerc, un homme de 58 ans, veuf depuis 5 ans, connu pour son tempérament réservé, sa rigueur intellectuelle et ses connexions politiques puissantes dans la capitale. Les archives de l'époque décrivent Édouard comme un homme de stature moyenne, toujours impeccablement vêtu à la mode parisienne, avec une barbe grisonnante soigneusement taillée à la française et des yeux gris acier qui semblaient constamment évaluer, calculer et mesurer tout ce qui les entourait. Diplômé en droit de la Sorbonne, où il avait brillé par son intelligence analytique et sa capacité de raisonnement déductif, il était rentré en Bourgogne pour administrer les vastes propriétés familiales après la mort prématurée de son père dans un accident de chasse en 1865. Édouard maintenait une correspondance régulière et volumineuse avec des intellectuels positivistes, des médecins aliénistes, des politiciens influents de la Nouvelle République et même quelques scientifiques étrangers de renom. Il était particulièrement connu dans les cercles cultivés pour son intérêt marqué pour les idées scientifiques modernes, la phrénologie, les théories sur le fonctionnement du cerveau humain et les nouvelles approches du traitement des maladies mentales, quelque chose d'assez inhabituel parmi les propriétaires terriens traditionnels de l'époque, généralement plus préoccupés par leurs récoltes et leurs revenus que par les avancées de la science médicale. La propriété elle-même était véritablement imposante, même selon les standards élevés des grands domaines bourguignons. Le château principal, majestueuse construction de 3 étages en pierre de taille ocre typique de la région, se dressait fièrement sur une douce colline plantée de chênes centenaires, dominant de sa masse élégante tout le paysage environnant de vignobles soigneusement alignés qui s'étendaient à perte de vue. C'était une architecture classique du grand siècle, avec de larges terrasses à balustrades de pierre sculptées, de hautes fenêtres à meneaux finement ouvragés laissant pénétrer une lumière généreuse, des toits pentus couverts de tuiles vernissées de Bourgogne aux reflets chatoyants sous le soleil et 4 tours d'angle couronnées de toitures en poivrière qui lui donnaient une silhouette reconnaissable à des kilomètres à la ronde. Autour du corps principal se distribuaient harmonieusement les nombreux bâtiments qui composaient le complexe viticole, hautement productif. Le grand chai voûté, où le vin était produit et conservé dans des centaines de fûts de chêne soigneusement empilés.
La cuverie moderne, équipée de pressoirs mécaniques importés d'Allemagne avant la guerre franco-prussienne. Les immenses caves souterraines, creusées dans le calcaire bourguignon, où les grands crus vieillissaient pendant des années dans l'obscurité fraîche et humide, parfaitement régulée, la tonnellerie où des artisans qualifiés fabriquaient et réparaient les barriques selon des méthodes transmises de génération en génération, et plus éloignés du château, dissimulés par des rangées de peupliers majestueux, les logements austères des ouvriers agricoles, saisonniers et les quartiers des domestiques permanents attachés au service du domaine. Les registres administratifs du domaine, méticuleusement tenus dans de grands livres reliés de cuir, montrent que le château de Valombre employait en permanence environ 80 personnes, une vingtaine de domestiques attachés au service direct du château lui-même pour assurer le confort du maître et de ses invités occasionnels, une trentaine d'ouvriers viticoles permanents pour l'entretien quotidien des vignes et la production du vin tout au long de l'année et durant les vendanges automnales. Ce nombre pouvait facilement doubler avec l'arrivée de travailleurs saisonniers venus des villages environnants et même de régions plus éloignées à la recherche de travail temporaire. Un effectif considérable même pour les standards de l'époque, témoignant de l'importance économique et de la prospérité du domaine de Valombre dans l'économie régionale. Selon les rapports officiels conservés dans les archives de la préfecture de Côte-d'Or, ce qui attirait particulièrement l'attention des rares visiteurs au château de Valombre n'était curieusement pas son architecture imposante et harmonieuse, ni la réputation internationale de ses vins exceptionnels primés dans diverses expositions, ni même l'étendue impressionnante de ses vignobles qui couvraient plusieurs dizaines d'hectares, mais plutôt le silence troublant, presque surnaturel, qui semblait planer constamment sur l'ensemble de la propriété comme une chape de plomb invisible et oppressante. Les visiteurs occasionnels, négociants en vin venus discuter affaires ou fournisseurs de matériel viticole livrant leurs marchandises, remarquaient systématiquement que, contrairement aux autres domaines viticoles de la région où régnait habituellement une atmosphère animée et conviviale, particulièrement durant la période intensive des vendanges, on n'entendait pratiquement jamais de chants traditionnels, de rires ou de conversations animées entre les travailleurs. Seulement le bruit mécanique et monotone du travail agricole, le cliquetis des outils contre la terre ou la pierre, et occasionnellement le son paisible de l'eau coulant dans les fontaines ornementales du domaine ou dans les rigoles d'irrigation serpentant entre les rangs de vignes. Une lettre envoyée par un négociant en vin réputé de Dijon, qui visita le château en octobre 1870 pour négocier l'achat d'une importante quantité de grands crus trouvés dans les archives bien préservées de la Chambre de commerce de Bourgogne, mentionnait explicitement cette étrange atmosphère qui l'avait profondément marqué. En arrivant au château de Valombre par une belle matinée d'automne, je fus reçu avec la courtoisie habituelle et la politesse raffinée de M. de Montclerc, mais je ne pus m'empêcher de remarquer immédiatement la quiétude anormale, presque dérangeante, qui imprègne le lieu tout entier. Les travailleurs se déplacent comme des ombres silencieuses et furtives, évitant soigneusement tout contact visuel avec les visiteurs. Même les animaux domestiques semblent affectés par cette atmosphère particulière, car on n'entend pas l'agitation habituelle des poules dans la basse-cour, ni les aboiements joyeux des chiens que l'on trouve normalement dans les domaines agricoles prospères. J'ai conclu mes affaires le plus rapidement possible, malgré l'excellence indéniable des vins proposés, et suis parti avec un sentiment de soulagement inexplicable en quittant la propriété, comme si un poids invisible m'était retiré des épaules. Le rapport initial, qui donna véritablement naissance à l'enquête officielle, fut enregistré par le commissaire François d'Aubigny de l'arrondissement de Beaune, un homme méticuleux et consciencieux dans l'exercice de ses fonctions. Selon le document officiel, daté du 15 mars 1871, il fut porté à la connaissance des autorités locales que, sur une période d'environ 2 années consécutives, plus de 20 personnes avaient mystérieusement disparu du château de Valombre sans laisser la moindre trace.
Le plus inquiétant et le plus inexplicable dans cette affaire, il n'y avait absolument aucun registre officiel de décès naturel ou accidentel, aucune mention de départ volontaire ou de transfert vers d'autres propriétés de ces individus disparus dans les livres normalement tenus avec rigueur. Une annotation en marge de ce document, écrite d'une calligraphie manifestement différente et ajoutée ultérieurement, indique clairement que l'affaire ne fut portée à l'attention des autorités qu'après l'arrivée mystérieuse d'une lettre anonyme au commissariat de Beaune. La lettre en question, soigneusement préservée dans les archives municipales, ne contenait qu'une seule phrase énigmatique mais terriblement suggestive. « Cherchez les disparus du château de Valombre. Ils n'en sont jamais sortis vivants. » L'analyse graphologique minutieuse, réalisée par des experts plusieurs décennies plus tard, suggéra que la lettre avait été écrite par quelqu'un possédant manifestement une éducation formelle solide. Possiblement, un homme adulte cultivé habitué à écrire régulièrement et maîtrisant parfaitement l'orthographe et la syntaxe. Cela réduisait considérablement les possibilités d'identification de l'auteur, l'alphabétisation étant encore un privilège réservé à une minorité à cette époque dans les campagnes françaises. On spécula que l'auteur mystérieux pouvait être un commerçant instruit, ayant des relations d'affaires avec le domaine, un employé administratif du château lui-même, ayant accès aux registres et comptabilités, ou même quelqu'un appartenant au cercle social privilégié d'Édouard de Montclerc, qui avait été témoin de quelque chose de profondément troublant et dont la conscience tourmentée l'avait poussé à alerter anonymement les autorités. Le commissaire François d'Aubigny était largement connu et respecté dans la région pour sa méticulosité professionnelle exemplaire, son sens aigu de la justice et son intégrité morale à toute épreuve, qualité remarquable et plutôt rare en ces temps troublés de profondes inégalités sociales et de corruption endémique dans l'administration. Fils d'un notaire parisien respecté et d'une bourguignonne issue d'une famille de petits propriétaires terriens, il avait étudié le droit avec sérieux à l'université de Lyon avant de revenir s'installer en Bourgogne pour y exercer ses fonctions de maintien de l'ordre. Un portrait photographique de lui, préservé avec soin au musée de la police de Dijon, montre un homme d'environ 40 ans aux traits sérieux et déterminés, arborant la traditionnelle moustache fournie caractéristique de l'époque et vêtu d'un uniforme impeccablement repassé, témoignant de son souci du détail et de la discipline. Ces registres personnels intimes, cahiers et journaux retrouvés des décennies plus tard, lors du tri de ses archives familiales, montrent clairement qu'il hésita longtemps et profondément avant d'initier véritablement l'enquête sur le château de Valombre, non par manque de courage ou de volonté d'agir, mais parce qu'il connaissait parfaitement le pouvoir politique considérable et l'influence sociale étendue de la famille de Montclerc dans toute la région et bien au-delà. Il est noté dans le journal intime du commissaire, dans une entrée soigneusement datée du 18 mars 1871. J'ai été formellement instruit par le préfet lui-même de procéder avec une extrême prudence et une discrétion absolue dans l'affaire délicate du château de Valombre. Monsieur Édouard de Montclerc est un homme possédant de très nombreuses connexions influentes dans les plus hautes sphères du pouvoir. Et, comme nous le savons tous parfaitement bien dans ce département, certains hommes de cette position sociale privilégiée semblent malheureusement se trouver au-dessus de la loi que nous devrions pourtant tous respecter également. Néanmoins, en mon âme et conscience, je ne peux moralement ignorer ni minimiser les graves allégations de disparitions multiples qui me sont parvenues. Si elles devaient s'avérer véridiques après investigation approfondie, nous serions indubitablement face à une affaire criminelle d'une extrême gravité, touchant de nombreuses victimes innocentes. J'ai donc pris la décision ferme d'initier une enquête discrète mais déterminée, ne comptant que sur l'aide précieuse et le soutien indéfectible d'officiers de ma plus entière confiance, des hommes intègres sur lesquels je peux compter absolument. Néanmoins,
Malgré ses appréhensions légitimes et les pressions politiques qu'il sentait peser sur lui, le commissaire d'Aubigny poursuivit courageusement son travail d'investigation avec la rigueur méthodique qui le caractérisait. Le 22 mars 1871, accompagné de 2 officiers de police triés sur le volet pour leur discrétion et leur loyauté, il arriva au château de Valombre en milieu de matinée. Selon son rapport officiel, rédigé avec soin, l'accueil qu'il reçut fut certes courtois et conforme aux convenances sociales, mais manifestement froid et distant, une politesse de façade masquant mal une certaine tension. Édouard de Montclerc reçut personnellement les représentants de l'autorité dans le grand salon d'apparat de son château, une pièce impressionnante dont l'opulence témoignait de la richesse accumulée par plusieurs générations de la famille. L'intérieur du château, tel que minutieusement décrit par le commissaire dans ses notes personnelles confidentielles distinctes du rapport officiel, était un mélange harmonieux et raffiné d'opulence aristocratique traditionnelle et de raffinement européen moderne, meubles précieux importés et fabriqués dans les bois les plus nobles par les meilleurs ébénistes parisiens, argenterie somptueuse et finement ciselée provenant des ateliers réputés de la capitale, porcelaine délicate de Sèvres et de Limoges, disposés avec goût dans des vitrines d'exposition, cristaux de baccarat étincelants, tapisseries anciennes aux couleurs encore vives représentant des scènes de chasse aristocratiques et une bibliothèque véritablement impressionnante contenant plusieurs milliers de volumes. Reliés cuir pour les standards de l'époque, témoignant d'une culture intellectuelle certaine et d'un goût prononcé pour les belles lettres et les ouvrages scientifiques. Un détail particulier attira spécifiquement l'attention aiguisée du commissaire et le frappa comme singulier et vaguement dérangeant. Sur les murs lambrissés du salon principal de réception, au lieu des paysages bucoliques habituels, des scènes de genre champêtre ou des portraits solennels des ancêtres de la famille que l'on trouve traditionnellement dans les demeures aristocratiques, il y avait toute une série de gravures anatomiques extrêmement détaillées et d'une précision quasi chirurgicale, représentant le cerveau humain sous différents angles et avec diverses coupes transversales, quelque chose que le commissaire, bien que n'étant pas médecin, considéra immédiatement comme inhabituel, déplacé dans un tel contexte et même vaguement troublant pour un salon de réception destiné à accueillir des invités. Le récit détaillé de cette première rencontre officielle, tel qu'enregistré scrupuleusement dans le document de police officiel conservé aux archives, démontre clairement une tension sous-jacente, à peine voilée, malgré les apparences de cordialité. Monsieur de Montclerc nous offrit courtoisement du café servi dans de la porcelaine fine et s'enquit avec une curiosité apparemment sincère du motif précis de notre visite officielle à son domaine. Lorsque je mentionnais directement et sans embâge les rapports inquiétants de disparitions multiples qui étaient parvenus aux autorités, il parut genuinely surpris et même quelque peu offensé par ces allégations qu'il qualifia d'absurdes. Il expliqua calmement mais fermement que certains de ces travailleurs saisonniers avaient été normalement transférés vers des domaines viticoles en Champagne, où la main-d'œuvre manquait cruellement, que d'autres ouvriers, profitant de l'assouplissement récent et progressif de la surveillance administrative sur les déplacements des travailleurs migrants suite au bouleversement politique, étaient simplement partis de leur propre initiative pendant la nuit, sans prévenir personne pour chercher une fortune ailleurs, comme cela arrive fréquemment dans le monde agricole. Il me présenta alors, avec une assurance tranquille, un épais livre de registre du personnel soigneusement tenu, où figuraient effectivement des entrées détaillées semblant documenter ses mouvements, le tout apparemment en ordre parfait et conforme aux réglementations en vigueur. Ce que le rapport officiel soumis aux autorités supérieures ne mentionne volontairement pas, mais qui fut méticuleusement noté dans les annotations personnelles, confidentielles du commissaire, destinées à son usage privé, c'est que pendant toute la durée de cette conversation tendue dans le salon, les domestiques en livrée, qui servaient silencieusement le café et les rafraîchissements au château,
gardait obstinément les yeux fixés vers le sol en permanence, évitant soigneusement et systématiquement tout contact visuel direct avec les représentants de l'autorité présents, ce qui frappa le commissaire comme un comportement anormalement craintif et soumis même pour des serviteurs habitués à la déférence. Le commissaire observateur remarqua également avec une attention particulière des cicatrices inhabituelles et troublantes sur les poignets découverts et les coups partiellement visibles de deux hommes qui portaient des plateaux chargés. Il ne s'agissait absolument pas des marques typiques et reconnaissables de châtiments corporels ou de punitions physiques par fouet ou bâton, malheureusement encore relativement courant à cette époque dans les exploitations agricoles malgré l'évolution progressive des mœurs, mais plutôt d'incisions fines, régulières et étonnamment précises, presque chirurgicales dans leur netteté, comme si elles avaient été réalisées délibérément avec des instruments médicaux spécialement conçus et affûtés, pour un but mystérieux et inquiétant que le commissaire ne parvenait pas à identifier. Un autre détail significatif qui attira fortement l'attention professionnelle et la curiosité naturelle du commissaire fut le comportement général particulièrement étrange et dérangeant des serviteurs et domestiques de la maison. Selon ses notes d'observation minutieuses, les domestiques du château de Valombre se déplacent avec une précision presque mécanique troublante dans leurs gestes et leurs mouvements, suivant les ordres de leur maître sans la moindre hésitation perceptible, ni la moindre expression faciale visible qui pourrait trahir une émotion humaine quelconque. J'ai observé avec un étonnement croissant que M. Édouard a très rarement besoin de verbaliser explicitement ses ordres ou ses demandes. Un simple regard dirigé, un geste subtil de la main ou même un léger mouvement de tête semble amplement suffisant pour communiquer instantanément ses volontés précises à ses serviteurs. C'est exactement comme si ces domestiques possédaient la capacité surnaturelle d'anticiper parfaitement tous les désirs de leur maître avant même qu'ils ne soient exprimés, ou peut-être, hypothèse plus inquiétante encore, comme s'ils avaient été méthodiquement conditionnés psychologiquement à réagir automatiquement à des signaux visuels imperceptibles pour un observateur non averti, tels des automates programmés. En demandant poliment mais fermement une inspection complète et détaillée des logements des ouvriers, et de toutes les installations du domaine viticole pour vérifier personnellement les conditions de vie et de travail, le commissaire rencontra une résistance polie en apparence, mais néanmoins ferme et inflexible de la part d'Édouard. Le propriétaire allégua avec une logique apparemment raisonnable qu'une inspection surprise et sans préavis perturberait inutilement le travail quotidien essentiel du domaine et pourrait même causer une agitation psychologique inutile et contre-productive parmi les travailleurs inquiets. Il proposa comme alternative raisonnable qu'ils reviennent plutôt un autre jour expressément fixé avec un préavis convenable pour une visite complète, approfondie et organisée de toutes les installations dans les meilleures conditions. Le commissaire, ne disposant pas d'un mandat de perquisition spécifique émis par un juge et étant douloureusement conscient des limitations juridiques strictes de son autorité face à un propriétaire terrien aussi influent politiquement qu'Édouard de Montclerc, accepta à contre-cœur, mais pragmatiquement, de revenir effectuer cette inspection une semaine plus tard. Cette décision de temporisation, comme ses annotations intimes postérieures le révèlent avec amertume et regret, le tourmenterait profondément et hanterait sa conscience pour le reste de sa vie, alimentant des remords lancinants. Dans les jours qui suivirent immédiatement cette première visite insatisfaisante, François d'Aubigny chercha activement et méthodiquement plus d'informations sur le château de Valombre et ses activités. Il s'entretint longuement et confidentiellement avec des commerçants établis de Beaune, qui négociait régulièrement avec le domaine et connaissait ses habitudes d'approvisionnement, avec plusieurs anciens employés de la propriété qui avaient quitté le domaine pour diverses raisons et pouvaient témoigner de leur expérience, et avec des résidents de fermes voisines qui observaient de loin les activités du château.
Ce qu'il découvrit progressivement au fil de ses entretiens forma un schéma troublant et cohérent qui allait bien au-delà des simples disparitions inexpliquées initialement signalées. Un fournisseur régulier de matériel et provisions pour le domaine qui demanda expressément et avec insistance à ne pas être identifié nominativement dans les registres officiels par crainte de représailles économiques, rapporta confidentiellement au commissaire: le château de Valombre a toujours commandé et eu besoin de significativement moins de provisions alimentaires et de fournitures de base qu'on pourrait légitimement s'attendre pour le nombre important de personnes qu'il déclare officiellement employées sur leur domaine. C'est vraiment comme s'il nourrissait concrètement beaucoup moins de bouches qu'il ne le devrait théoriquement, selon leur déclaration. Quand j'ai mentionné cette anomalie apparente assez négligemment et sur un ton badin à M. Édouard lors d'une livraison, espérant une explication simple, il a souri d'une manière particulièrement étrange et ambiguë qui m'a mis mal à l'aise et a dit quelque chose de vague sur l'efficacité moderne dans la gestion rationnelle des ressources et l'optimisation des approvisionnements. Il y a aussi la question intrigante du type spécifique de fourniture particulière qu'ils commandent régulièrement. Ces 2 dernières années notamment, ils ont commandé des quantités vraiment inhabituelles et disproportionnées de certains produits chimiques spécialisés et de plantes médicinales rares. Rien d'illégal en soi, comprenez-moi bien, mais des combinaisons étranges et atypiques qui ne sont absolument pas typiques ni nécessaires pour un domaine viticole traditionnel produisant simplement du vin. Un autre commerçant de la ville, propriétaire établi d'une quincaillerie prospère à Beaune, fournissant outils et équipements aux domaines agricoles de la région, ajouta une information particulièrement curieuse et significative. Il y a approximativement 3 années de cela, M. Édouard de Montclerc est venu personnellement dans ma boutique, ce qui était déjà inhabituel pour un homme de son rang, et a commandé une quantité vraiment considérable d'outils très spécifiques et spécialisés. Des instruments chirurgicaux de précision professionnelle, des pinces délicates de différentes tailles, des scies fines aux tranchants affûtés, des perforateurs délicats à pointes aiguisées. Quand je lui demandais naturellement à quoi étaient destinés ces instruments inhabituels pour un domaine viticole, il expliqua brièvement et sans vraiment développer qu'ils étaient commandés pour un ami médecin de Paris qui montait une clinique privée moderne et avait besoin de s'équiper. Mais j'ai trouvé vraiment très étrange et suspect qu'il insiste avec une telle véhémence pour demander une discrétion absolue et un secret total sur cette commande particulière, comme s'il y avait quelque chose à cacher. Un ancien employé libre du domaine, homme de confiance identifié seulement par les initiales MS dans les documents confidentiels pour protéger son identité et sa sécurité, fournit au commissaire le témoignage le plus directement inquiétant et troublant. J'ai travaillé comme charpentier qualifié au château de Valombre pendant presque une année entière, en 1869. Il existe sur cette vaste propriété des zones spécifiques strictement interdites où absolument aucun travailleur libre ne peut aller sous aucun prétexte, des bâtiments fermés dont l'accès est formellement défendu. Une fois, alors que je travaillais sur des réparations près des anciennes caves, j'ai distinctement entendu des sons très étranges et dérangeants venant d'une ancienne réserve souterraine qui était officiellement supposément abandonnée depuis des années et murée. C'étaient des sons comme quelqu'un frappant désespérément contre du bois ou de la pierre, très faibles et étouffés, mais indéniablement humains. Quand j'ai posé des questions directes à ce sujet au contremaître qui me supervisait, cherchant innocemment une explication rationnelle, j'ai été brutalement renvoyé le lendemain matin sans la moindre explication ni le paiement intégral de mes gages. Mais juste avant de quitter définitivement la propriété, un des domestiques âgés du château, un homme appelé Benoît, qui devait avoir au moins 60 ans et semblait terrorisé, s'est furtivement approché de moi dans la cour, alors que personne ne regardait, et a murmuré rapidement à mon oreille d'une voix tremblante: « Ne posez jamais de questions sur ceux qui sont emmenés à la réserve souterraine. Personne n'en revient jamais le même. »
Si vous tenez à votre vie et à votre santé mentale, fuyez ce lieu maudit. Il semblait absolument terrifié et traumatisé, regardant constamment et nerveusement autour de lui pour s'assurer que nous n'étions pas observés par les contremaîtres ou les autres domestiques. C'était la seule et unique fois où j'ai vu l'un quelconque des domestiques du château de Valombre montrer ouvertement une quelconque émotion humaine visible ou exprimer un sentiment personnel. Le jour précisément prévu et convenu pour l'inspection officielle approfondie, le 29 mars 1871, le commissaire d'Aubigny retourna au château de Valombre, cette fois accompagné de 4 officiers de police en uniforme, une force de frappe significativement plus importante que lors de la visite préliminaire précédente, espérant ainsi affirmer son autorité. Ils arrivèrent volontairement une bonne demi-heure avant l'heure officiellement convenue, espérant peut-être surprendre quelque chose d'irrégulier ou d'inhabituel, avant que tout ne soit soigneusement préparé et mis en ordre pour leur arrivée. Le temps était particulièrement oppressant et lourd ce jour-là, selon les notes atmosphériques personnelles du commissaire, avec des nuages bas et menaçants, promettant un orage imminent et une chaleur humide étouffante qui rendait l'air presque irrespirable et collait les vêtements à la peau. Le rapport officiel décrit avec une certaine frustration perceptible. Nous avons trouvé Monsieur Édouard de Montclair, qui nous attendait déjà calmement dans la cour principale, parfaitement habillé et composé, comme s'il savait exactement et précisément quand nous arriverions malgré notre avance volontaire, ce qui suggère qu'il était prévenu de notre approche par des guetteurs. La propriété entière était dans un ordre absolument exemplaire et impeccable, presque trop parfait pour être naturel. Les logements modestes des ouvriers, bien qu'austères et spartiates, comme il est malheureusement d'usage dans les exploitations agricoles, étaient néanmoins propres et correctement entretenus. Les travailleurs que nous avons pu observer semblaient correctement nourris et vêtus décemment, bien qu'inhabituellement et même inquiétamment silencieux pour des hommes en pleine activité de travail. Il n'y avait pas de signes physiques évidents et immédiats de mauvais traitements corporels visibles sur les personnes que nous avons pu examiner superficiellement. Pendant toute la durée de la visite d'inspection minutieuse, le commissaire demanda formellement à vérifier et examiner personnellement les registres complets de tous les travailleurs des 5 dernières années, pour reconstituer précisément les mouvements de personnel. Édouard de Montclair présenta sans hésitation apparente des livres de comptes épais et détaillés, où figuraient effectivement des entrées méticuleuses documentant des transferts vers d'autres propriétés avec date et destination précises, des décès naturels avec causes indiquées et quelques départs volontaires et fuites occasionnelles. Absolument tout semblait documenté de manière extraordinairement impeccable et professionnelle, quelque chose d'assez inhabituel et même suspect pour les standards généralement approximatifs de l'époque dans la gestion du personnel agricole. Ce qui manquait significativement dans le rapport officiel soumis aux autorités préfectorales, mais qui fut soigneusement noté dans les annotations personnelles strictement confidentielles du commissaire destinées à son usage exclusif, était la mention détaillée d'une réserve ou bâtiment annexe mystérieusement fermé et barricadé situé près des anciennes caves à vin souterraines du domaine. Quand le commissaire questionna directement et insistamment Édouard sur ce qui se trouvait exactement dans ce bâtiment particulier et pourquoi il était ainsi condamné, le propriétaire répondit avec un détachement étudié et une désinvolture peut-être trop calculée, que c'était simplement un vieux dépôt de matériel agricole obsolète, déjà totalement sans usage depuis de nombreuses années, et qu'il avait personnellement perdu les clés originales il y avait bien longtemps, sans jamais prendre la peine de les faire refaire, puisque le bâtiment ne servait plus. Le commissaire observateur nota cependant avec une suspicion grandissante que, contrairement aux nombreuses autres structures véritablement abandonnées et délabrées de la vaste propriété qui tombait progressivement en ruine, celle-ci en particulier était équipée de cadenas manifestement neufs, solides et robustes, parfaitement huilés et fonctionnels, suggérant un usage récent et régulier.
Un autre détail hautement significatif, délibérément omis du rapport officiel pour des raisons de prudence politique, fut une brève rencontre furtive, mais révélatrice, que le commissaire eut avec une domestique âgée et visiblement terrifiée qui travaillait depuis des décennies aux cuisines du château. Pendant qu'il inspectait méthodiquement les installations domestiques intérieures, la femme âgée, identifiée dans ses notes confidentielles uniquement comme Jeanne, approximativement 60 ans selon son estimation, réussit à s'approcher furtivement de lui pendant un bref moment où ils se trouvèrent momentanément seuls dans un corridor, sans être remarqués par les autres domestiques ou surveillants omniprésents, et murmura rapidement d'une voix tremblante et à peine audible directement à son oreille: ceux qui disparaissent mystérieusement sont d'abord systématiquement emmenés à la réserve souterraine fermée. Puis, quand ils en ressortent, finalement, après plusieurs jours ou semaines, il ne reste plus que des corps vides et des coquilles humaines, sans âme ni volonté. Méfiez-vous absolument du docteur aux mains glacées et aux yeux sans vie qui opère dans les ténèbres. Avant même que le commissaire stupéfait ne puisse la questionner davantage ou lui demander des précisions cruciales, elle s'éloigna précipitamment et disparut dans les couloirs sombres, reprenant instantanément son masque d'expression impassible et son comportement de domestique soumise, comme si rien ne s'était passé. Apparemment satisfait superficiellement de l'inspection qui n'avait rien révélé de tangible et de juridiquement exploitable, ou peut-être plutôt reconnaissant avec amertume et frustration les limites pratiques de ce qu'il pouvait légalement enquêter et découvrir sans preuves matérielles concrètes irréfutables ou sans soutien politique ferme des autorités supérieures qui manifestement le freinaient, le commissaire d'Aubigny mit officiellement fin à la visite d'inspection. Son rapport officiel administratif, rédigé dans un langage neutre et bureaucratique, puis soigneusement envoyé au préfet du département à Dijon, concluait formellement et prudemment qu'il n'y avait malheureusement pas suffisamment de preuves tangibles et juridiquement recevables pour soutenir et étayer solidement les graves allégations initiales de disparitions inexpliquées et suspectes qui avaient déclenché l'enquête. Cependant, dans son journal intime, personnel strictement privé, rédigé tard dans la nuit, dans la solitude de son bureau à la lueur tremblante d'une chandelle, le commissaire écrivit avec une angoisse palpable et une frustration profonde: « Il y a indubitablement quelque chose de profondément mauvais et de fondamentalement pervers qui se passe au château de Valombre. J'en ai maintenant la certitude intime absolue. » Les regards complètement vides et éteints de ces malheureux domestiques dépourvus d'humanité, le silence oppressant et contre nature qui règne sur toute la propriété comme une chape de plomb, la manière troublante dont absolument tous semblent constamment mesurer et peser chaque mot prononcé comme s'ils craignaient d'être punis. Et cette réserve mystérieusement barricadée, pourquoi donc maintenir des cadenas flambants, neufs et solides sur un endroit officiellement supposément abandonné depuis des années? Je sens profondément dans mes entrailles que j'ai lamentablement échoué envers ceux qui ne peuvent plus parler pour eux-mêmes ni se défendre. L'atmosphère malsaine et pestilentielle du lieu est maintenant imprégnée en moi comme un parfum tenace et nauséabond que je ne parviens pas à éliminer de mes narines. Chaque nuit, depuis cette visite maudite, je me réveille en sursaut, avec la sensation physique oppressante d'être constamment observé par des yeux invisibles, et la mémoire lancinante des regards absolument vides et déshumanisés de ces pauvres âmes me hante et me poursuit jusque dans mes cauchemars les plus terrifiants. Qui donc est véritablement ce mystérieux docteur aux mains glacées mentionné avec une terreur si viscérale par la vieille Jeanne? Et surtout, quel type abominable de procédure médicale ou chirurgicale pourrait possiblement transformer des êtres humains normaux et vivants, encore vides et en automates, sans volonté comme elle l'a décrit avec tant d'horreur? Dans les longs mois qui suivirent cette inspection frustrante et insatisfaisante, l'affaire officielle du château de Valombre sembla progressivement et inexorablement close et enterrée administrativement par les autorités préfectorales. Le commissaire d'Aubigny, cependant, obstiné et déterminé malgré les obstacles,
continua secrètement et obstinément à collecter des informations de manière extrêmement discrète par ses propres moyens. En septembre 1871, soit 6 mois après sa visite initiale, il reçut un visiteur totalement inattendu et providentiel à sa résidence personnelle à Beaune, en plein milieu de la nuit. Selon ses notes détaillées et précises, datées du 12 septembre, l'homme se présenta comme Jacques Moreau, un ancien contremaître du château de Valombre qui s'était courageusement enfui de la propriété maudite 3 semaines plus tôt, après avoir été témoin d'horreurs innommables. L'homme était dans un état physique et psychologique absolument lamentable et pitoyable, visiblement abattu et traumatisé, avec des cernes profonds et violacés sous les yeux témoignant de nuits sans sommeil, et un tremblement nerveux, constant et incontrôlable dans les mains comme un alcoolique en sevrage. Ses vêtements étaient sales et déchirés par la fuite à travers les bois, et il semblait ne pas s'être alimenté correctement ni lavé depuis de nombreux jours. Le commissaire enregistra méticuleusement sa première impression clinique. L'homme qui se présente devant moi, comme Jacques Moreau, montre tous les signes cliniques évidents et indiscutable d'un trauma psychologique extrêmement sévère et profond. Ses yeux hagards et injectés de sang parcourent constamment et nerveusement l'environnement dans tous les sens, comme s'il s'attendait à voir constamment quelque chose de menaçant et de dangereux surgir des ombres pour le capturer. Quand il parle d'une voix hachée et tremblante, il perd très fréquemment le fil de sa pensée et doit être gentiment mais fermement reconduit au sujet principal. Je lui ai immédiatement offert de la nourriture substantielle et un abri sécurisé qu'il a accepté avec la gratitude désespérée et pathétique de quelqu'un qui a frôlé la mort de très près et croit encore être poursuivi. Le témoignage extrêmement détaillé de Jacques Moreau, soigneusement transcrit mot à mot par le commissaire pendant plusieurs heures d'interrogatoire patient, révèle enfin la première pièce véritablement concrète et substantielle du sinistre puzzle. J'ai travaillé fidèlement au château de Valombre pendant 7 longues années consécutives. Au tout début de mon emploi, c'était comme n'importe quel autre domaine viticole de la région. Dur et exigeant physiquement, certainement oui, mais absolument rien que nous autres travailleurs agricoles ne connaissions déjà et n'avions déjà expérimenté ailleurs. Les choses ont radicalement et dramatiquement commencé à changer il y a environ 3 années de cela, quand M. Édouard est mystérieusement revenu d'un long voyage à Paris, accompagné d'un homme étrange et inquiétant qu'il présenta comme le docteur Mathieu. Absolument personne parmi le personnel ne savait exactement qui il était réellement, d'où il venait précisément, ni quel type de docteur il pouvait bien être ou quelle spécialité médicale il pratiquait. Jacques décrivit le mystérieux docteur Mathieu avec une précision remarquable et troublante, comme un homme de petite stature presque chétive, extrêmement et anormalement maigre, au point de paraître presque squelettique, avec des cheveux noirs de jais soigneusement peignés en arrière et brillants de pommade, et une barbiche noire méticuleusement et obsessionnellement taillée à la mode des intellectuels européens. Il parlait le français avec un léger accent étranger caractéristique que Jacques ne parvenait pas à identifier précisément ni à localiser géographiquement, possiblement germanique ou peut-être autrichien selon son estimation. Ses mains étaient remarquablement et anormalement blanches, presque translucides comme celles d'un cadavre, et toujours impeccablement propres et soignées malgré le travail qu'il effectuait, avec des doigts disproportionnellement longs et fins comme des pattes d'araignée, utilisant exactement les mots de Jacques. Le plus profondément troublant et dérangeant, c'était incontestablement ses yeux terrifiants, rapporta Jacques, en frissonnant visiblement au souvenir. Ils étaient d'un bleu si extraordinairement clair et pâle qu'ils semblaient presque entièrement transparents et dépourvus de pigmentation, comme du verre ou de la glace. Quand il vous regardait fixement et intensément, vous aviez l'impression physique extrêmement dérangeante qu'il pouvait voir littéralement à travers votre peau et vos os, directement et profondément dans votre tête et dans votre cerveau pour lire vos pensées les plus intimes.
et son regard froid et fixe ne montrait absolument jamais aucune émotion humaine perceptible, aucune empathie ni compassion. Même quand il était en train de réaliser ses procédures expérimentales les plus atroces sur ses victimes hurlantes. Selon le récit progressivement reconstitué de Jacques, le docteur Mathieu s'installa et occupa rapidement une partie spécifiquement isolée et strictement interdite de la vaste propriété, située près de l'ancienne réserve souterraine, mystérieusement fermée, mentionnée précédemment par le commissaire. Il commença systématiquement à sélectionner certains travailleurs spécifiques selon des critères mystérieux pour ce qu'il appelait euphémistiquement des traitements médicaux spéciaux expérimentaux, alléguant faussement et mensongèrement qu'il développait des méthodes scientifiques révolutionnaires pour augmenter significativement la résistance physique et la productivité des ouvriers agricoles au bénéfice de tous. Les malheureux choisis et sélectionnés ne revenaient absolument jamais au logement commun des ouvriers après avoir été emmenés, relatait Jacques d'une voix brisée et tremblante. Quand nous autres travailleurs demandions innocemment et naturellement des nouvelles de nos camarades disparus, on nous répondait sèchement et sans détail qu'ils avaient été officiellement transférés vers une autre propriété viticole dans une région différente. Mais une nuit où je ne parvenais pas à dormir à cause de la chaleur étouffante, j'ai distinctement entendu des cris absolument terrifiants et déchirants venant directement de la réserve souterraine fermée. Ce n'étaient absolument pas des cris ordinaires de douleur physique, comme ceux des châtiments corporels que nous connaissons malheureusement tous trop bien dans notre condition. C'était quelque chose de complètement et fondamentalement différent et bien plus horrifiant, comme le son de quelqu'un perdant littéralement et progressivement la raison et sombrant dans la folie pure. Un son absolument indescriptible et inhumain que je ne pourrai jamais oublier de toute ma vie, peu importe désespérément combien j'essaie de l'effacer de ma mémoire. Le commissaire nota attentivement et professionnellement que, pendant qu'il relatait cette partie particulièrement traumatisante de son histoire cauchemardesque, le tremblement nerveux dans les mains de Jacques s'intensifia dramatiquement et visiblement, et il commença à transpirer abondamment et à suer à grosses gouttes malgré la température relativement fraîche et agréable de la soirée automnale. C'est exactement comme s'il revivait intensément l'horreur absolue de ce moment traumatisant dans toute son intensité, écrivit pertinemment le commissaire dans ses annotations psychologiques. Jacques raconta ensuite que, poussé irrésistiblement par un mélange de curiosité morbide et de peur grandissante pour ses camarades disparus, il réussit une nuit à observer furtivement l'intérieur terrifiant de la réserve interdite à travers une fente étroite dans les planches mal jointes de la porte. Ce qu'il vit de ses propres yeux cette nuit-là le fit immédiatement fuir, en courant cette même nuit sans même prendre le temps de rassembler ses maigres possessions. Il y avait des personnes enfermées et emprisonnées dans de petites cages individuelles en bois, vraiment comme des cages à oiseaux mais dimensionnées pour des humains recroquevillés. Ils étaient assis ou recroquevillés là-dedans, complètement immobiles comme des statues, regardant fixement le néant devant eux sans cligner des yeux. Le docteur Mathieu marchait calmement entre ces cages comme un gardien de zoo inspectant ses animaux, prenant méthodiquement des notes détaillées dans un grand cahier noir. Certains prisonniers avaient des marques circulaires étranges et troublantes sur le front, comme s'ils avaient été marqués au fer rouge avec des symboles différents de ceux que nous connaissons traditionnellement. D'autres avaient une large partie des cheveux complètement rasés avec des cicatrices chirurgicales, encore fraîches et sanglantes, clairement visibles sur le cuir chevelu mis à nu. Le plus absolument troublant et cauchemardesque, selon le témoignage horrifié de Jacques, était le comportement totalement anormal et déshumanisé des patients ou victimes du docteur Mathieu. Quand le docteur donnait n'importe quel ordre verbal, ils obéissaient instantanément et mécaniquement, sans la moindre hésitation ni la moindre résistance visible, comme des marionnettes.
J'ai reconnu et vu de mes propres yeux un homme que je connaissais personnellement très bien depuis des années, un dénommé Ismaël, qui avait toujours été naturellement rebelle, indépendant et extrêmement difficile à contrôler ou à soumettre. Là-dedans, dans cette cage, il était complètement méconnaissable et transformé. Le docteur lui a calmement ordonné de se frapper violemment la tête contre le mur de pierre, et il a immédiatement commencé à le faire méthodiquement, sans questionner l'ordre absurde, sans montrer la moindre expression de douleur ou de protestation sur son visage vide, continuant mécaniquement jusqu'à ce que le sang commence à couler abondamment de son front fracassé. Il ne s'est arrêté que quand le docteur a finalement ordonné l'arrêt. Jacques rapporta également avec force détail avoir vu des instruments médicaux extrêmement étranges et inquiétants dans la réserve souterraine transformée en laboratoire. Il y avait une imposante chaire centrale avec de nombreuses sangles en cuir pour attacher solidement les bras et les jambes, et un appareil métallique terrifiant avec un arc de métal qui se fixait hermétiquement autour de la tête du patient. Sur une longue table proche parfaitement ordonnée, j'ai vu des instruments chirurgicaux brillants et affûtés méticuleusement alignés sur un tissu blanc immaculé, de très longues aiguilles métalliques, de petites scies à os aux tranchants terrifiants, des pinces de différentes tailles et formes. Le commissaire d'Aubigny, face finalement à ce témoignage direct accablant et ces révélations concrètes horrifiantes, décida fermement qu'il avait maintenant suffisamment de preuves testimoniales substantielles pour justifier une action beaucoup plus vigoureuse et déterminée. Le lendemain matin, à l'aube, le 30 septembre 1871, le commissaire rédigea personnellement et envoya immédiatement un rapport extrêmement détaillé et alarmant directement au ministre de l'Intérieur à Paris, court-circuitant volontairement et délibérément le préfet local qu'il savait compromis, demandant l'autorisation urgente pour une perquisition complète au château de Valombre avec un soutien militaire armé si absolument nécessaire. Mais la réponse officielle arriva le soir même par télégramme. Autorisation formellement refusée. L'affaire du château de Valombre doit être immédiatement et définitivement close par manque flagrant de preuves juridiquement recevables. Je recommande très fortement au commissaire d'abandonner cette enquête, et ainsi se referma temporairement le piège sur la vérité, protégeant les ténèbres du château de Valombre pour un temps encore.